manière, je serais différente parce que je suis plus posée dans ma tête. Je ferais pas autant, ça c'est sûr. Parce que bon, forcément, à un moment même... Et si le plus grand succès pouvait aussi faire disparaître une femme ? À 59 ans, Patricia Kaas n'est plus sous les projecteurs. Elle est seule, immobile, face à un silence que personne n'a vraiment voulu entendre. Comment une voix qui a rempli les plus grandes salles du monde a-t-elle pu s'éteindre sans alerter qui que ce soit ? Ce n'est pas un retour qu'elle annonce aujourd'hui, mais une vérité longtemps enfouie, dérangeante, presque irrévocable. Une confession née au cœur même du succès. À 59 ans, Patricia Kaas a admis « Il est le seul qui puisse faire ça pour moi. J'ai tout donné. » Et il ne restait plus rien de moi. Pendant des décennies, Patricia Kaas a chanté plus fort que sa douleur, porté la scène comme une armure, confondu le succès avec la survie. À 59 ans, elle résume enfin l'essentiel. « Il est le seul qui puisse faire ça pour moi. » Cette phrase n'évoque ni un retour triomphal, ni une promesse artistique, mais l'aveu d'une dépendance intime, d'un besoin vital de se reconstruire loin des attentes. Derrière la voix mythique, il y avait l'épuisement, la solitude et un enfer vécu en plein succès. Aujourd'hui, ce n'est pas la gloire qu'elle convoque, mais la vérité, celle qui explique pourquoi elle a disparu et pourquoi elle revient autrement. Et si le succès, au lieu de sauver, avait lentement enfermé. C'est à cette question que le récit nous ramène, en remontant brutalement vers les années de gloire de Patricia Kaas, mais en refusant cette fois la version officielle, brillante et rassurante. Car derrière les lumières, derrière les chiffres vertigineux et les ovations interminables, quelque chose s'est mis en place, lentement, silencieusement, comme un piège dont elle ne voyait pas encore les contours. Les tournées mondiales s'enchaînent à un rythme qui ne laisse aucune place au doute. Une ville, un hôtel, une scène, puis une autre. Les plateaux de télévision deviennent des passages obligés, les interviews se ressemblent, les réponses aussi. Tout est réglé, millimétré. Patricia avance, toujours impeccable, toujours professionnelle. Elle ne se plaint pas. Elle ne ralentit pas. Elle apprend très tôt que dire non n'est pas une option quand tant de personnes dépendent de vous. Chaque album qui fonctionne appelle le suivant. Chaque tournée réussie en exige une autre, plus grande, plus longue, plus épuisante. Peu à peu, le succès cesse d'être une récompense. Il devient une dette. Une dette envers le public, envers les équipes, envers l'image qu'elle incarne. Chaque applaudissement ajoute du poids sur ses épaules. Chaque standing ovation repousse un peu plus le moment où elle pourrait s'arrêter. La réussite n'offre aucun refuge, elle exige toujours davantage. Patricia comprend qu'elle n'est plus seulement une artiste, mais un rouage essentiel d'une machine qui ne tolère ni pause ni fragilité. Les fissures apparaissent sans bruit, une fatigue persistante qu'elle justifie par la rigueur du métier, un épuisement moral qu'elle masque derrière une discipline de fer. Elle devient experte dans l'art de tenir. Tenir debout, tenir la scène, tenir les promesses. La solitude affective s'installe presque naturellement. Les relations se distendent. Les liens personnels deviennent compliqués à entretenir, puis impossibles à protéger. Sa vie privée est sans cesse remise à plus tard, comme si elle pouvait être récupérée un jour, intacte. Mais ce jour n'arrive jamais. Dans cet engrenage, la scène devient à la fois un refuge et une prison. C'est là qu'elle existe pleinement, mais c'est aussi là qu'elle disparaît en tant que femme. Hors scène, il ne reste que des chambres d'hôtel anonymes, des silences lourds et une impression diffuse de passer à côté de l'essentiel. Elle se convainc que tout cela est temporaire. Qu'après cette tournée, cet album, cette promotion, elle pourra enfin respirer. Mais le calendrier se remplit toujours plus vite que ses forces. La tension monte à mesure que l'admiration grandit. Plus le public l'acclame, moins elle se sent propriétaire de sa propre vie. Chaque choix semble déjà décidé par d'autres. Chaque engagement est présenté comme une évidence. Patricia ne s'appartient plus vraiment. Elle avance par loyauté, par sens du devoir, par peur aussi de décevoir. Décevoir le public, décevoir ceux qui ont cru en elle, décevoir
l'image de la chanteuse forte et inébranlable que tout le monde projette sur elle. C'est là que la gloire révèle son visage le plus cruel. Elle ne fait pas de bruit, elle ne frappe pas d'un coup. Elle érode. Elle grignote lentement l'espace intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien pour soi. Patricia commence à sentir que quelque chose lui échappe, sans pouvoir encore le nommer. Elle continue pourtant, parce que s'arrêter serait reconnaître une faiblesse qu'elle n'a jamais appris à accepter. À mesure que les années passent, le succès ne ressemble plus à une victoire, mais à une obligation permanente. Une obligation qui la tient debout en public et la vide en privé. Et au fond, une question obsédante commence à prendre forme, de plus en plus insistante, presque inquiétante. Combien de temps peut-on survivre en étant adoré de tous, sans jamais s'appartenir soi-même ? Il arrive un moment où la tension accumulée ne peut plus être contenue. Pour Patricia Kaas, ce moment n'a pas été une chute visible, ni un scandale public. Il a pris la forme d'une double cassure, silencieuse et dévastatrice, qui a marqué à jamais son équilibre intérieur. La première déflagration est intime, irréversible. La mort de sa mère, celle qui avait été le socle, la boussole, la présence discrète mais constante derrière chaque pas. Patricia perd bien plus qu'un parent. Elle perd le dernier espace où elle pouvait être simplement une fille. Fragile, imparfaite, sans rôle à tenir. Pourtant, le monde ne s'arrête pas. Les dates sont maintenues. Les salles sont pleines. Les musiciens l'attendent. Alors elle chante, pendant que le deuil reste en suspens, coincé quelque part entre deux avions, deux rappels, deux sourires forcés. Il n'y a pas de temps pour pleurer, pas de place pour s'effondrer. La scène devient le lieu où l'on dissimule la douleur plutôt que celui où on la libère. C'est là que s'installe la fracture la plus sournoise. Patricia comprend, sans qu'on le lui dise clairement, que sa tristesse n'a pas sa place dans l'agenda. La peine dérange. Le chagrin ralentit. Et ralentir n'est pas une option. On l'encourage à tenir, à être forte, à continuer. Pour elle, pour le public, pour l'hommage. Des mots qui sonnent comme du soutien, mais qui en réalité repoussent toujours plus loin le moment de vérité. La perte reste sans voix, le deuil sans rituel, et à force d'être reporté, la douleur se transforme en vide. La seconde cassure arrive presque en même temps, mais elle est plus insidieuse encore. C'est la trahison silencieuse d'un système qui ne s'arrête jamais. L'industrie ne l'abandonne pas, elle l'absorbe. Elle transforme la souffrance en carburant, la fragilité en argument marketing, la persévérance en preuve de professionnalisme. Patricia n'est pas brutalement exploitée, elle est doucement enfermée. On ne lui interdit pas de s'arrêter, on la convainc qu'elle ne peut pas. Chaque concert devient un devoir moral, chaque refus potentiel, une faute invisible. Le moment le plus violent ne se produit ni sur scène, ni devant les caméras. Il se joue à l'intérieur. Dans un instant de lucidité brutale, Patricia comprend qu'elle a franchi une ligne, qu'elle ne décide plus vraiment, qu'elle n'existe plus comme une personne entière, mais comme une fonction, une voix rentable, une image fiable, un outil parfaitement huilé. Ce n'est pas la fatigue qui la brise, mais cette prise de conscience. Elle a survécu à la gloire, mais elle s'est perdue en chemin. Ce constat ne provoque pas immédiatement une révolte. Il engendre d'abord une sidération, puis une immense solitude. Comment expliquer ce que l'on ressent quand tout semble aller bien de l'extérieur ? Comment avouer que l'on est en train de s'effondrer quand on est applaudi chaque soir ? Patricia continue encore un temps, par inertie, par loyauté, par peur aussi. Peur de décevoir, peur de s'arrêter et de découvrir le vide laissé derrière la scène. C'est à cet endroit précis que naît la phrase « longtemps tue », celle qu'elle ne formulera que bien plus tard, mais qui s'impose déjà, douloureusement claire. Elle a survécu à la gloire. Oui, mais au prix d'elle-même. Cette vérité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à accuser. Elle s'impose comme une évidence, lourde, définitive. Et avec elle surgit une autre question, plus vertigineuse encore. Que reste-t-il à sauver quand on a tout donné, sauf à soi-même? Après l'explosion intérieure, le récit ralentit, presque malgré lui.
Patricia Caas disparaît. Pas de communiqué, pas de scandale, pas d'adieu mis en scène, juste un retrait brutal, net, comme on tire le rideau pour empêcher la lumière d'entrer. Le monde continue sans elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle accepte de ne pas suivre le mouvement. Le corps refuse. Ce n'est plus une métaphore. Il impose ses limites, sans négociation possible. La voix se tait, non par choix artistique, mais par nécessité vitale. Chanter devient impossible, comme si chaque note exigeait une énergie qui n'existe plus. L'identité vacille. Qui est-elle quand elle n'est plus sur scène ? La question, longtemps repoussée, surgit avec une violence inattendue. Elle n'a plus de réponse immédiate. Alors elle se tait, elle aussi. Les appels se raréfient, puis cessent. Les messages deviennent polis, lointains, avant de disparaître à leur tour. Les soutiens promis s'évanouissent dans le silence. Ce n'est pas une trahison spectaculaire, c'est pire, une indifférence progressive. La machine s'est arrêtée, et avec elle, tout un entourage qui ne savait exister qu'à travers son mouvement. Cette réalité, Patricia la découvre sans colère, presque avec une forme de lucidité glacée. Elle comprend que l'attention n'était pas tant pour la personne que pour la fonction. Dans ce silence imposé, quelque chose se fissure, puis s'ouvre. Le temps, soudain, n'est plus compté. Les jours s'étirent, sans agenda, sans répétition, sans objectif à atteindre. Au début, le vide est insupportable, il fait peur, il confronte à des émotions longtemps anesthésiées. La tristesse, la fatigue, la solitude remontent à la surface, sans filtre. Patricia ne peut plus les contourner. Elle n'a plus d'excuses pour fuir. Alors, lentement, elle apprend à écouter. Écouter son corps d'abord, ses limites, ses signaux, ses refus. Écouter ses pensées, ensuite, même quand elles dérangent. Elle découvre que la douleur, lorsqu'on cesse de la combattre, change de forme. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse d'attaquer. Elle devient une présence avec laquelle il faut composer. Cette traversée du désert n'a rien d'héroïque. Elle est faite de doutes, de silences pesants, de nuits trop longues. Mais elle est réelle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle est vécue sans masque. Patricia réalise alors que disparaître n'était pas une fuite, mais un acte de survie. Se retirer du regard des autres était la seule manière de se retrouver. Loin des attentes, loin des projections, loin de l'obligation d'être forte. Elle accepte de ne plus être indispensable, une idée terrifiante mais aussi libératrice. Ne plus être attendue, c'est enfin pouvoir respirer. Dans cet isolement, une lucidité nouvelle s'installe. Elle regarde son parcours sans complaisance, mais sans haine. Elle voit la jeune femme disciplinée, la professionnelle irréprochable, la voix admirée, et elle comprend ce qui a manqué. Pas la reconnaissance, pas le succès, mais l'espace pour exister en dehors du regard. Elle comprend que la gloire n'est pas cruelle par intention, mais par indifférence. Elle avance, elle prend, elle exige, et elle ne s'arrête jamais pour demander si l'on peut encore suivre. Ce temps de retrait permet aussi une réconciliation lente avec elle-même. Patricia cesse de se juger pour avoir voulu tout donner. Elle cesse aussi de se reprocher de ne plus pouvoir continuer. Elle accepte cette contradiction. Avoir aimé la scène et avoir eu besoin de la quitter. Avoir été forte et avoir fini par céder. Dans cette acceptation naît une paix fragile, mais sincère. Et au cœur de ce silence, une vérité commence à se dessiner, encore floue, mais insistante. Si elle doit un jour revenir, ce ne sera plus pour répondre à une attente extérieure. Ce sera pour une raison intime, essentielle. Une seule. Celle qu'elle formulera plus tard, avec une simplicité désarmante. Il est le seul qui puisse faire ça pour moi. Mais qui est ce « il » ? La musique, la vérité, ou quelque chose de plus profond encore ? La réponse n'est pas encore dite. Elle se prépare, lentement, dans le silence retrouvé. Il arrive un moment où l'on ne cherche plus à réparer ce qui a été brisé, mais à comprendre pourquoi cela l'a été. Pour Patricia Caas, ce moment porte un nom simple, presque désarmant. La vérité. Après la disparition, après le silence, après l'écoute patiente de la douleur, quelque chose se réorganise lentement à l'intérieur.
Ce n'est pas une renaissance spectaculaire, ni un retour flamboyant. C'est une réconciliation. Avec son histoire, avec ses choix, avec ses limites. À 59 ans, Patricia ne cherche plus à plaire. Cette urgence a disparu. Elle ne veut plus être exemplaire, ni forte à tout prix, ni irréprochable. Elle veut être juste. Juste envers elle-même, juste envers ce qu'elle a traversé. Pour la première fois, elle accepte de nommer ce qui a fait mal, sans détour, sans haine, mais sans indulgence non plus. Elle parle de l'exploitation déguisée en succès, de cette mécanique qui transforme la passion en obligation et l'engagement en dette permanente. Elle évoque les silences, complices, ceux qui savent, mais ne disent rien. Ceux qui regardent ailleurs tant que la machine continue de tourner. Elle remet en question cette idée profondément ancrée que la valeur d'un artiste se mesure à sa capacité à produire encore et encore, sans jamais s'arrêter. Cette parole n'est pas une accusation lancée au hasard. Elle est le fruit d'un long mûrissement. Patricia ne cherche pas des coupables individuels. Elle décrit un système, une logique, une culture qui confond souvent reconnaissance et possession. Elle reconnaît aussi sa part de responsabilité, cette discipline extrême, cette loyauté sans faille, qui l'ont maintenue debout si longtemps, mais qui l'ont aussi éloignée d'elle-même. Dire la vérité, pour elle, ce n'est pas régler des comptes, c'est reprendre possession de son récit. Ce qui change profondément, c'est le rapport au temps. Elle n'est plus dans l'urgence. Elle n'a plus besoin de prouver. Le regard des autres n'est plus un verdict. Elle peut enfin se demander ce qu'elle veut, et non ce que l'on attend d'elle. Cette liberté nouvelle est fragile, mais précieuse. Elle ne repose pas sur l'admiration, mais sur l'acceptation. Acceptation d'avoir été acclamée et pourtant blessée. Acceptation d'avoir tout donné, sans toujours recevoir ce dont elle avait besoin. Acceptation surtout de ne plus se définir uniquement par ce qu'elle offre au monde. La phrase qu'elle prononce « Il dit c'est le seul qui puisse faire ça pour moi » prend alors un sens plus large. Ce « il » n'est pas seulement une personne, ni même uniquement la musique. C'est la vérité elle-même, celle qui soigne sans flatter, celle qui oblige à regarder en face ce que l'on a fui trop longtemps. En se reconnectant à cette vérité, Patricia ne guérit pas tout. Elle ne prétend pas effacer les manques, les regrets, les blessures, mais elle cesse de les nier. Et c'est là que commence la véritable renaissance. Son histoire dépasse désormais sa propre trajectoire. Elle parle à tous ceux qui ont confondu réussite et survie, reconnaissance et valeur personnelle. Elle rappelle que l'on peut être applaudi par le monde entier et mourir intérieurement en silence. Que l'on peut incarner un idéal collectif tout en s'effondrant dans l'ombre. Mais elle porte aussi un message d'espoir, discret, mais puissant. Il n'est jamais trop tard pour reprendre possession de sa vie, même après avoir tout donné, même après s'être perdu. Cette renaissance n'est pas un retour en arrière. Patricia Kaas ne cherche pas à redevenir celle qu'elle était. Elle devient autre, plus lucide, plus libre, plus entière. Elle avance désormais sans masque, sans obligation de performance. Et si elle revient un jour sur scène, ce ne sera plus pour remplir un rôle, mais pour habiter un espace choisi. Un espace où la voix n'est plus un outil, mais d'une expression sincère de ce qu'elle est devenue. Reste alors une question douce mais essentielle, laissée en suspens pour chacun de nous. À quoi servirait le succès et l'admiration s'ils nous éloignent de nous-mêmes ? La réponse n'est pas universelle, mais l'histoire de Patricia Kaas nous invite, au moins, à oser la chercher. À partir de cette lucidité retrouvée, quelque chose change profondément dans sa manière d'habiter le monde. Patricia n'est plus dans la réaction, mais dans le choix. Elle observe avec distance ce qui, autrefois, la gouvernait. L'urgence permanente, la peur de décevoir, la confusion entre amour du public et droit d'exister. Tout cela ne disparaît pas d'un coup, mais perd son pouvoir. Comme si la vérité, une fois formulée, avait desserré un étau invisible. Le regard qu'elle porte sur son passé se nuance. Elle ne renie rien. Ni les scènes pleines,
ni les ovations, ni même les sacrifices consentis, mais elle les replace à leur juste place. Ce n'étaient là pas des preuves de valeur, seulement des moments. Et cette distinction change tout. Elle comprend que l'erreur n'a pas été d'aimer son métier, mais de s'y confondre entièrement. De croire que s'arrêter équivalait à disparaître. Aujourd'hui, elle sait que disparaître un temps lui a permis, paradoxalement, de rester en vie intérieurement. Cette prise de distance révèle aussi la complexité de ses relations passées. Certaines fidélités, qu'elle croyait solides, se sont révélées conditionnelles. D'autres présences, plus discrètes, ont tenu bon dans le silence. Patricia ne dresse pas de liste, ne règle pas de compte. Elle constate. Et ce constat est parfois plus douloureux qu'une trahison ouverte. Comprendre que l'on a été aimé pour ce que l'on représentait plus que pour ce que l'on était oblige à redéfinir ses liens, mais aussi ses attentes. Dans ce nouvel équilibre, la musique change de statut. Elle n'est plus une obligation, ni même une identité. Elle devient une possibilité. Un espace que l'on peut choisir d'habiter ou non. Patricia redécouvre le silence comme un allié, non plus comme une menace. Elle accepte de ne pas savoir ce que l'avenir lui réserve. Cette incertitude, autrefois insupportable, devient presque apaisante. Ne plus planifier à long terme, ne plus s'inscrire dans une trajectoire imposée, c'est retrouver une forme de souveraineté intime. Cette transformation intérieure n'est pas spectaculaire. Elle ne se voit pas dans les chiffres, ni dans les unes. Elle se manifeste dans de petits gestes, dans des refus assumés, dans une attention nouvelle portée à ses propres limites. Patricia apprend à dire non sans se justifier, à ralentir sans culpabiliser, à exister sans produire. Ces choix, simples en apparence, sont en réalité des ruptures profondes avec tout ce qu'on lui a appris pendant des décennies. Peu à peu, elle perçoit aussi combien son histoire résonne chez d'autres. Pas seulement chez les artistes, mais chez tous ceux qui ont confondu reconnaissance et amour, performance et dignité. Des messages arrivent, discrets, respectueux, qui parlent de burn-out, de renoncement, de vie construite pour répondre à des attentes extérieures. Patricia ne se pose pas en modèle, elle écoute. Et dans cette écoute, elle comprend que sa parole, désormais, a une autre portée. Elle n'est plus une injonction à réussir, mais une invitation à se préserver. C'est dans ce contexte que sa phrase prend une profondeur nouvelle. Il est le seul qui puisse faire ça pour moi. Elle n'est plus seulement l'aveu d'un besoin personnel, elle devient une ligne de conduite. Faire ça pour elle-même, désormais, signifie se respecter, se protéger, se choisir. Cela implique parfois de décevoir, parfois de se taire, parfois de disparaître à nouveau. Mais cette fois, la disparition n'est plus subie, elle est maîtrisée. Patricia avance ainsi, sans annoncer de grands retours, sans promettre de renaissance spectaculaire. Elle refuse les narrations trop simples. Elle sait que la guérison n'est pas linéaire, qu'il y aura encore des moments de doute, des élans contrariés, des nostalgies inattendues. Mais elle sait aussi qu'elle possède désormais quelque chose qui lui manquait cruellement auparavant. Un centre. Un point d'ancrage intérieur qui ne dépend ni des applaudissements, ni du regard des autres. Et c'est précisément à cet endroit, fragile et puissant à la fois, que le récit se suspend. Non pas sur une conclusion, mais sur une transition. Car une question demeure insistante, presque intime. Que se passe-t-il lorsqu'une femme, longtemps définie par sa voix pour les autres, commence enfin à s'écouter elle-même, et lorsque tout se tait enfin, il ne reste ni scandale, ni revanche, ni promesse tapageuse. Il reste une femme debout, plus lente peut-être, mais plus juste. Patricia Kaas n'a pas cherché à effacer son passé, ni à le réécrire. Elle a choisi de l'intégrer, avec ses lumières et ses zones d'ombre, pour avancer autrement, sans masque, sans dette à rembourser, sans rôle à tenir. Son parcours nous laisse une leçon douce, mais exigeante. La réussite n'est pas toujours une victoire. Le silence n'est pas toujours un échec. Et parfois, s'arrêter est l'acte le plus courageux qui soit. Dans un monde qui applaudit la performance et redoute la fragilité, Patricia Kaas nous rappelle qu'il est possible de se perdre en étant admiré, mais aussi de se retrouver en s'écoutant enfin. Au fond,
Cette histoire n'est pas seulement celle d'une artiste. Elle parle de chacun de nous, de ces moments où l'on continue par habitude, par loyauté, par peur de décevoir, de ces instants où l'on sent que quelque chose doit changer sans encore savoir comment. Elle nous invite à une question essentielle: vivons-nous pour répondre aux attentes ou pour rester fidèles à ce que nous sommes? Si ce récit vous a touché, s'il a résonné avec votre propre expérience ou suscité une réflexion, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Votre voix compte. Pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer, ensemble, ces histoires humaines qui nous aident à mieux comprendre le monde et parfois nous-mêmes